Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une plongée très concrète dans la putain respectueuse de Jean-Paul Sartre. Et attention, on ne va pas juste faire un petit résumé classique de l'histoire, non. Le but, surtout si vous êtes au lycée, que vous préparez vos cours de philo ou de français, c'est de voir exactement comment l'existentialisme s'applique dans la pratique. Dans quelle scène, avec quel personnage, face à quel choix. Il faut bien comprendre que pour Sartre, une scène de théâtre, c'est pas juste du divertissement. C'est un véritable laboratoire de l'existence. Il prend ses personnages, il les met face à des choix littéralement impossibles et il observe comment ils réagissent. Bon, pour s'y retrouver, on va suivre un plan très simple, en 5 étapes. On commence par ce fameux laboratoire de l'existence. Ensuite, le concept central. L'existence précède l'essence. Puis, on verra l'angoisse face au choix, la mauvaise foi en pleine action, et on terminera sur la notion de responsabilité. C'est parti. Première partie donc, le laboratoire de l'existence, ou comment tester la liberté sous une pression maximale. Imaginez vraiment la scène comme une cocotte minute. Sartre y enferme ses personnages au milieu des tensions raciales brûlantes du sud des États-Unis et il pousse le thermostat à fond pour tester sa grande théorie sur la liberté. On passe à la deuxième étape, et c'est vraiment le cœur du réacteur, l'idée que l'existence précède l'essence. En clair, le refus total du déterminisme. C'est la règle d'or de tout l'univers de Sartre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire qu'un être humain naît d'abord, il arrive dans le monde, il existe. Et c'est seulement ensuite, par ses propres choix, par ses propres actions, qu'il va se définir. Sur les planches du théâtre, ça veut dire que les personnages n'ont absolument aucun destin tracé d'avance. Lizzie, par exemple, elle n'est pas une prostituée par nature. Fred n'est pas un chef par nature. Ils deviennent ce qu'ils sont, seconde après seconde, par ce qu'ils décident de dire ou de faire. Rien n'est écrit. Pour bien piger ce refus du déterminisme, il y a une analogie super connue, celle du coupe-papier. Pensez-y, un objet, comme un coupe-papier, il est pensé par un artisan pour couper du papier, avant même d'exister. Sa fonction, donc son essence, précède son existence physique. Mais pour nous, les humains, c'est tout l'inverse. On existe d'abord, on est jeté là, dans le monde, et ensuite, par exemple, en choisissant de gratter une guitare tous les jours, on devient musicien. Dans la pièce, au deuxième tableau, on a Fred qui essaie de donner 10 $ à Lizzie. En fait, il essaie littéralement d'acheter son essence de prostituée, de la transformer en simple objet qu'on consomme. Mais au début, quand elle refuse cet argent, elle refuse d'être un objet. Elle crie haut et fort sa liberté de se définir elle-même. Ce qui nous amène à notre troisième partie, l'angoisse face au choix. Parce que oui, avoir une liberté absolue, c'est vraiment pas une partie de plaisir. C'est même le dilemme terrible de Lizzie. Regardons de plus près la toute première scène, du premier tableau. Lizzie se retrouve face à l'homme noir qui vient chercher refuge chez elle. Et là, elle a deux options, pas une de plus. Soit, d'un côté, elle dit la vérité aux autorités. C'est un choix authentique, mais elle risque absolument tout, y compris sa propre vie. Soit, de l'autre côté, elle ment ou elle fait semblant de s'en moquer. Ça lui offre la sécurité, mais c'est exactement ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Lizzie essaie de s'en sortir en disant qu'elle a bien assez de problèmes comme ça. Mais l'homme traqué la remet en place direct. Même se taire, même ne rien faire, c'est un acte. Un acte qui va envoyer un innocent à la mort. L'indifférence, c'est un choix actif. Et c'est de là que vient cette phrase célèbre qui donne un peu le vertige. L'homme est condamné à être libre. C'est ça, l'angoisse sartrienne. C'est réaliser qu'on est tout seul aux commandes et qu'aucune règle magique ne va venir prendre la décision à notre place. Imaginez que vous voyez quelqu'un se faire harceler dans la rue. Vous intervenez ? Vous partez ? Vous tournez la tête ? Quoi qu'il arrive, le choix est inévitable. Eh bien, c'est exactement ce poids énorme, insoutenable, qui s'écrase sur les épaules de Lizzie dans cette scène. Quatrième étape, la mauvaise foi en acte. Et on va voir comment Fred et le sénateur orchestrent une manipulation monumentale pour justement fuir ce poids des responsabilités. La mauvaise foi devient action quand un personnage se ment à lui-même. Il se persuade qu'il n'a pas le choix, qu'il est coincé par son rôle dans la société. Prenez Fred. Il agit de mauvaise foi en se planquant derrière son nom de famille, les fameux Clark, comme si son nom décidait à sa place. Le sénateur, lui, c'est le champion absolu de l'aliénation. Il force un faux témoignage en utilisant l'excuse du devoir supérieur. Et puis Lizzie. Au final, elle signe ce bout de papier. La conséquence de tout ça, philosophiquement parlant, c'est qu'elle fuit sa propre liberté, parce que ça l'angoisse trop. Elle finit par se convaincre qu'elle n'avait pas d'autre issue. Mais le véritable chef-d'œuvre de manipulation, il se trouve dans la scène 4 du tableau 1. Le discours du sénateur Clark fait vraiment froid dans le dos. Il ne lève pas la main sur elle, pas du tout. À la place, il utilise l'idéologie de la nation américaine pour fabriquer de toutes pièces une fausse nécessité morale. Son but ? Écraser complètement le libre arbitre de Lizzie.
Ces techniques rhétoriques sont d'une précision redoutable. D'abord, il transforme un simple choix en une fatalité en parlant des mères aux cheveux blancs et des valeurs de l'Amérique. Ensuite, et c'est là que c'est effrayant, il invente une hiérarchie scandaleuse entre les vies humaines. Il dit en gros que Thomas, oui, il a tué quelqu'un, mais bon, c'est un officier de Harvard, un futur grand patron. Et face à lui, l'homme noir, même s'il est 100% innocent, il le décrit comme quelqu'un de né au hasard, quelqu'un d'inutile. C'est littéralement la destruction pure et simple de l'égalité existentielle. Le clou du spectacle, c'est cette distinction glaçante qu'il fait. Le sénateur sépare carrément la vérité du premier degré, c'est-à-dire les faits réels, l'innocence évidente du gars, de ce qu'il appelle la vérité populaire. Cette vérité populaire, c'est juste ce qui arrange l'ordre social établi, ce qui arrange la communauté blanche dominante. En lui vendant cet échappatoire, il donne à Lizzie l'illusion qu'elle va devenir une fille bien, respectueuse des règles. En fait, il l'enferme à double tour dans la mauvaise foi. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, la responsabilité et l'engagement final. C'est le moment de comprendre le vrai poids de nos actes. Ici, on touche au concept ultime de la responsabilité totale. Chez les existentialistes, choisir pour soi-même, c'est choisir pour l'humanité tout entière. Donc, quand Lizzie finit par craquer et met sa signature sur ce faux témoignage, ce n'est pas juste un petit moment de faiblesse personnelle. Non, sur le plan philosophique, elle valide l'idée qu'un monde basé sur le mensonge, sur le racisme et sur les classes sociales, c'est acceptable. Son coup de stylo engage le monde entier. Et c'est là qu'à la toute fin de la pièce, le piège se referme d'un coup sec. Lizzie croyait sincèrement qu'en se soumettant, on allait la reconnaître, qu'elle allait recevoir des fleurs, devenir une vraie citoyenne américaine respectée. Mais qu'est-ce qu'elle gagne en réalité ? Une simple lettre avec un billet de $100 dedans. Le goût est hyper amer. Voilà le prix de sa soumission. Elle capte qu'elle s'est fait complètement avoir. Elle n'est pas du tout devenue la fille adoptive de la nation. Elle est restée un vulgaire objet aux yeux des puissants. C'est toute l'ironie tragique du titre. Elle est respectueuse, oui, mais d'un système qui, au fond, l'écrase totalement. Alors, pour conclure, il ne faut surtout pas se dire que Sartre est juste un pessimiste. Bien au contraire. Si Lizzie échoue lamentablement à être authentique, c'est justement pour nous montrer à quel point il est urgent de s'engager. Ce n'est pas une tragédie avec un destin inévitable, elle aurait pu faire autrement. Cette pièce, c'est un miroir qu'on nous tend. Et ça nous laisse avec cette question existentielle énorme. Face à l'injustice, face à l'adversité, et sachant qu'on n'a aucune essence programmée à l'avance, quelle essence allons-nous choisir de créer par nos actes ? C'est avec cette provocation super puissante que Sartre nous laisse face à notre propre liberté. À vous d'y réfléchir.